Je vais laisser la parole donc à Laurent Hannichstein, docteur Laurent Hannichstein, qui travaille donc lui aussi à Marseille, un petit peu plus au sud, à Lumini, J'avais Hum, cette dirige, qui travaille dans une équipe maladie qui pathogène. s'intéresse aussi aux épilepsies néonatales et en particulier à KCNQ2. Et donc, bon, voilà, très bien. il travaille dans un laboratoire qui s'appelle l'INMED à Lumini. C'est un laboratoire que je connais bien parce que c'est par ce laboratoire que je suis arrivé à Marseille et j'ai fait ma thèse de sciences, ma période de recherche un peu pure avec Laurent Hannichstein à l'INMED. Et depuis, c'est une équipe qui reste très proche des thématiques qu'on développe dans le service. Et vous avez compris aussi avec Laurent Villard. Et donc, ils vont vous exposer, leur équipe, les travaux qu'ils font sur KCNQ2. Et là aussi, j'imagine que si vous avez des questions, ils seront d'accord pour vous répondre. À toi, Laurent. Voilà. Bon, écoutez, bonjour à tous. Et effectivement, Mathieu nous a présenté. Donc, nous sommes une petite équipe qui travaillons à l'INMED. Donc, c'est l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée, qui est situé au parc scientifique de Lumini à Marseille. Et c'est un institut qui travaille beaucoup sur le développement, sous ses aspects physiologiques et pathologiques. Et pour ce qui me concerne, ça fait quelques années effectivement qu'on s'intéresse aux troubles du développement liés aux encéphalopathies épileptiques précoces. Donc d'abord avec Mathieu, puis après avec Laurent. Donc nous sommes une petite équipe constituée d'Hélène Beck qui est une ingénieure, Najwa Biba qui est une doctorante et Pierre-Pascal Lantini qui est chercheur à l'INSERM comme moi. Alors avant peut-être de présenter les résultats, je vais vous faire un petit rappel de physiologie. Et ça a été un peu rappelé déjà précédemment par Florence. Donc le cerveau est constitué de plusieurs centaines de milliards de neurones qui sont interconnectés pour former des réseaux. Et ici, vous pouvez voir un neurone. Ces neurones sont composés d'une longue arborisation ici de fibres qu'on appelle des dendrites, qui sont souvent une zone de réception des connexions. C'est là où se fait vraiment les connexions en général. Et puis de filaments très fins, mais qu'on ne voit pas très bien ici, qu'on appelle des axones. Et ici, on voit une cellule qui a été reconstituée, si on veut, une cellule jeune, avec donc son soma, c'est le corps cellulaire ici, et cette arborisation dendritique est assez lente, et puis un filament ici qu'on appelle l'axone, et c'est par cet axone que se fait la connexion entre les neurones. Et ici, vous avez sur un marquage, alors c'est pas de moi, hein, c'est d'un réseau de fibres qui a été dans le cerveau humain, et vous voyez ces axones, là c'est très très riche, le cerveau est vraiment très riche en axones, c'est ce qui permet la connectivité entre les cellules. Et si on regarde un peu plus près, là, ce sont deux neurones en culture, on voit ces neurones avec ces arborisations dendritiques et cet axone qui va servir de lien de communication entre les deux neurones. Et en fait, cette communication, elle est à la fois chimique et électrique. Elle est chimique parce que elle est portée par des neurotransmetteurs. En fait, quand on regarde à fort grossissement cette terminaison, on voit qu'il y a ce qu'on appelle une synapse, qui est une zone de contact entre cet élément, entre la fin de l'axone de cette cellule-là et l'arbre dendritique de l'autre cellule. Donc ici, vous avez la terminaison, et c'est une communication chimique, puisque en fait, à l'intérieur de c'est une image en microscopie électronique, ça contient des vésicules, ces vésicules qui contiennent des neurotransmetteurs qui sont spécifiques aux neurones. Donc, il y a des neurotransmetteurs tels que le glutamate, le GABA, la sérotonine, la noradrénaline, et donc il y a des cellules glutamatergiques, cellules GABAergiques, etc. Et ce signal, donc les transmetteurs vont être libérés et vont entraîner un signal électrique. En effet, pour que ça puisse produire un signal électrique, il faut d'abord des récepteurs qui sont localisés sur la cellule qui fait face à cette terminaison. Et là, j'ai donné l'exemple de deux récepteurs au glutamate et au récepteur GABA. Quand le neurotransmetteur se fixe sur le canal, sur le récepteur, ça va entraîner l'ouverture du canal et entraîner un flux d'ions. Pour ce qui est du glutamate, c'est surtout le sodium qui va rentrer. Et ça va comme conséquence d'entraîner un signal électrique dans la cellule. Normalement, une cellule au repos, elle est polarisée. La membrane est polarisée. Il y a des charges positives à l'extérieur de la cellule et des charges négatives à l'intérieur de la cellule. Et on dit qu'il y a un potentiel de repos, c'est que la cellule il y a une différence de potentiel entre
le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Si on enregistre la cellule, qu'on met une électrode dans la cellule, entre le milieu intra et le milieu extracellulaire, le potentiel, la différence de potentiel est de moins 70 millivolts. Et quand on fait rentrer, quand on active le récepteur glutamate, ce glutamate va faire entrer des ions sodium et cela va entraîner des changements de potentiel. Ça génère un courant, évidemment, qu'on peut mesurer. Et ce courant que l'on voit ici, par exemple, qui dure quelques millisecondes, c'est des courants très, très faibles qui sont de l'ordre du picoampère, c'est-à-dire 10-12 ampères, donc c'est des courants très petits. Et ces courants, par la loi d'Ohm, vont entraîner des changements de potentiel que l'on voit ici, qu'on appelle EPSP, c'est-à-dire Excitatory Postsynaptic Potential. C'est excitateur parce que ces événements-là peuvent générer des potentiels d'action qui est un élément dont je vous parlerai après, qui permet le transfert de l'information d'une cellule à l'autre. Et il y a un autre type de récepteur, qui est un récepteur qui est dit inhibiteur, qui est le récepteur au GABA, qui lui, au contraire, va générer un courant, mais qui va dans un autre sens. Il est perméable aux ions chlore, donc le chlore rentre dans la cellule et va entraîner une accumulation d'ions négatifs dans la face interne de la cellule et générer ce courant que l'on voit ici. Et ça produit ce qu'on appelle une hyperpolarisation. Et ce transmetteur est un transmetteur dit inhibiteur parce qu'il va empêcher, il va réduire la possibilité d'exciter la cellule, de générer des potentiels d'action. Donc, quand on regarde un peu le schéma en général, donc ces événements que l'on voit ici, qui vont être générés au niveau des dendrites, donc c'est une zone réceptrice, vont se propager le long de ces dendrites pour aller au soma et arriver à une zone qu'on appelle l'axone, donc une zone même au niveau de ce qu'on appelle le segment initial de l'axone pour générer ce potentiel d'action. Ce potentiel d'action, c'est une dépolarisation, c'est un changement de potentiel très abrupt qui va être à l'origine de la libération de neurotransmetteurs par les axones. Donc cet axone va se propager tout le long de l'axone et aller jusqu'aux terminaisons pour entraîner la libération de neurotransmetteurs et permettre ainsi à la cellule de communiquer. Donc le transfert de l'information, le potentiel d'action fait le lien entre l'événement qui arrive au niveau des dendrites, l'événement synaptique lié au transmetteur, et la sortie qui est la libération de neurotransmetteurs. Et il convient évidemment de contrôler ce potentiel d'action. Il ne faut pas trop de potentiel d'action, il en faut un peu, mais il ne faut pas que ça soit trop excité. Trop excité, ça peut être très mauvais pour la cellule, c'est ce qu'on appelle une hyperexcitabilité. Et pour contrôler tout ça, la cellule est équipée également de canaux ioniques. Et ces canaux ioniques, en plus des récepteurs, vont avoir diverses fonctions. Donc, il y a les canaux sodiques qui vont être responsables du potentiel d'action. C'est des canaux qui laissent passer les ions sodium dans la cellule. Il y a des canaux calciques qui laissent passer sélectivement le calcium dans la cellule et qui vont participer à l'excitation de la cellule. Et il y a ces fameux canaux potassiques. Des canaux potassiques qui, eux, vont jouer un rôle de frein à l'excitation. Ils ont un rôle inhibiteur. Le GABA, c'est un transmetteur qui inhibe. Il y a une autre façon d'inhiber, c'est les canaux potassiques. Le potassium va jouer un rôle de frein à vraiment limiter la décharge de potentiel d'action. Donc, les canaux potassiques, c'est une famille extrêmement riche. Ici, vous avez tous les canaux potassiques qui ont été identifiés dans les cellules, et ces canaux potassiques se différencient à la fois par leur structure et par la façon dont ils sont activés et leur rôle. Alors, il existe des canaux potassiques qui sont activés par le calcium. Donc, quand il y a du calcium dans la cellule, ça va activer ces canaux potassiques et faire sortir du potassium. Il y a d'autres canaux potassiques qui sont activés par des molécules intracellulaires. Et puis, il y a une famille de canaux qui sont sensibles au voltage. Ce sont des canaux potassiques qui vont s'activer lorsque on fait des changements de voltage très importants. Par exemple, lorsque vous avez, c'est à peu près, par analogie, si vous voulez allumer une torche électrique, il faut que vous mettiez une pile dedans et cette pile va permettre d'allumer la lumière. Ben là, c'est pareil. Ces changements de voltage vont pouvoir activer ces canaux potassiques. Et parmi ces canaux potassiques, il y a les fameux canaux KCNQ. Ces canaux KCNQ, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont localisés au même endroit que là où sont générés les potentiels d'action. C'est-à-dire que ces canaux potassiques qui ont un rôle inhibiteur vont contrer, ils sont localisés à une zone vraiment très importante du neurone. Donc ici, c'est un neurone qui est schématisé avec des activités synaptiques qui vont se propager, arriver au niveau du soma. Et là, c'est une zone qu'on appelle le segment initial de l'axone, qui est très riche en canaux sodiques. C'est là où sont générés les potentiels d'action qui vont circuler et qui est très riche également ces canaux KCNQ qui sont présents là et qui vont contrer, qui vont jouer le rôle d'inhibiteur pour pas qu'il y ait trop de potentiel d'action, pour pas trop exciter la cellule.
Alors, parmi ces canaux potassiques, évidemment, vous en avez parlé, ces fameux canaux KCNQ, il y a 5 gènes qui ont été identifiés chez l'homme, enfin partout d'ailleurs, et qui sont responsables de la formation de 5 protéines. Et ces gènes, donc KCNQ1 est responsable va être à l'origine de la formation de la protéine qu'on appelle KV7.1, mais qui, elle, a une localisation qui est purement dans le cœur. Et les autres gènes, KCNQ2, KCNQ3, KCNQ4, KCNQ5, qui sont à l'origine de ces protéines, elles sont localisées dans le cerveau et dans la moelle épinière. Alors, chez l'homme, l'expression de ces protéines a été très peu étudiée, mais il y a eu quelques manips qui ont été faits, et il s'avère que dans l'hippocampe et dans le cervelet, chez l'homme, on trouve que KCNQ2 est exprimé dès la 22e et 24e semaine de gestation, alors que KV7.3 arrive plus tard. Mais exprimé, ça ne veut pas dire qu'elles ont un rôle. Ces protéines sont présentes, mais on ne sait pas si elles sont à la membrane cellulaire ou si elles sont, elles sont pas encore fonctionnelles, quoi. Donc ça, pour l'instant, on ne sait rien. Alors, comme je vous l'ai dit, ça c'est un marquage pour montrer la localisation des canaux KCNQ2 et KCNQ3 dans le cortex ou dans une structure corticale qu'on appelle l'hippocampe. Je ne sais pas si on voit bien ici, mais on voit ici les corps cellulaires et c'est un marquage immunohistochimique, si on veut, c'est à l'aide d'un anticorps qui est dirigé contre KCNQ2 et on voit ce marquage qui est au niveau du segment initial et c'est au niveau de ce segment initial que se trouvent également les canaux sodiques. Donc vraiment une colocalisation qui est extrêmement importante pour pouvoir contrôler ces potentiels d'action. Alors, ça a été rappelé déjà tout à l'heure, les canaux KCNQ2, donc chaque sous-unité, donc le KCNQ2 est responsable d'une protéine qui s'appelle qui est KV7.2, et voilà, c'est le schéma de cette protéine. Donc, c'est des acides aminés qui sont liés les uns aux autres et qui vont se distribuer dans la membrane et puis de part et d'autre de la membrane. Donc, ça, c'est l'allure générale de KCNQ2. Et pour former un canal fonctionnel, ça a été rappelé également tout à l'heure, il faut l'association de 4 sous-unités. Le plus souvent, et dans de nombreux neurones, KCNQ2 s'associe avec KCNQ3, donc, qui est une autre protéine, donc, qui fait partie de la famille KCNQ. Et pourquoi? Parce qu'en fait, KCNQ2 a beaucoup plus d'affinité pour KCNQ3 que pour lui-même. Donc, il va tendance à s'associer. Et ce canal fonctionnel, donc, est formé de ces 4 sous-unités, une fois que c'est formé, va permettre aux ions potassium de sortir. Alors, donc maintenant, qu'est-ce que c'est que ce courant, KCNQ? Eh bien, ça a été identifié pour la première fois dans les années 80 sur les neurones des ganglions sympathiques du crapaud buffle. Voilà. Et depuis, ça a été évidemment identifié dans pas mal de structures chez beaucoup de mammifères. Et à quoi ressemble ce courant KCNQ? Donc là, ça a été fait, ça a été enregistré par la technique dite de patch clamp. Donc la technique de patch clamp, c'est une technique électrophysiologique qui permet de mettre en contact une électrode d'enregistrement avec la cellule. Et ça permet d'enregistrer l'ensemble des courants ou des activités électrophysiologiques de la cellule. Et ainsi, ce courant, il est généré de la manière suivante. Donc, je vous ai dit que c'est un canal qui est voltage dépendant. Donc, il faut faire des sauts de potentiel pour pouvoir l'activer. Donc, la cellule est au potentiel de repos, c'est-à-dire à moins 60 millivolts. Et quand on fait un saut de potentiel, on voit qu'il se déclenche un petit courant ici qui grandit avec la dépolarisation. C'est ce courant ici. Et bien ça, c'est le courant qui est formé, c'est le courant KCNQ. C'est un courant qui est très lent, qui s'active très lentement à l'échelle de la cellule, ça fait plusieurs centaines de millisecondes, qui ne s'inactive pas parce que tant qu'on maintient la cellule dépolarisée, eh bien, le courant se maintient, il est toujours là. Et évidemment, quand on revient au potentiel de départ, eh bien, ce courant se désactive, ça produit ce courant-là qu'on mesure. On peut enregistrer également le canal unique KCNQ en mettant une pipette non plus en contact direct avec la cellule, en rompant la membrane, mais simplement en posant l'électrode sur la cellule. Et si on a la chance d'avoir un canal de type KCNQ dessous, on enregistre ce type d'activité. Là encore, le canal peut être fermé, donc c'est cette ligne noire ici que vous voyez. Et quand on dépolarise la cellule, eh bien, on voit l'ouverture de ces canaux. Ça, c'est les canaux KCNQ. Mais on voit que la probabilité est très faible. Mais plus on va dépolariser, plus
l'état ouvert, la probabilité que le canal soit dans un état ouvert augmente. On voit du coup que le canal s'ouvre de plus en plus jusqu'à être toujours ouvert. Et donc là, c'est à l'échelle d'une pipette, mais d'un canal, mais quand il y a plusieurs canaux, ça forme, qu'on additionne tout ça, ça forme ces courants. Donc ça, c'est le courant lié à l'activation des canaux KCNQ. Alors, quel est le rôle physiologique de ces canaux? Comme je vous l'ai dit, il va contrôler les potentiels d'action. Donc ça, c'était enregistré, alors ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est des enregistrements dans des neurones de l'hippocampe, une structure du système nerveux central, où on voit, donc si on peut regarder les potentiels d'action en faisant des sauts de courant. On active la cellule en injectant du courant, et quand on enregistre au niveau du corps cellulaire ou proche de l'axone, cela génère un potentiel d'action. Et si on bloque ces canaux KCNQ, il existe des bloqueurs synthétiques du canal avec ce composé-là, vous voyez que la cellule qui déchargeait un potentiel d'action va se mettre à décharger beaucoup de potentiel d'action. On dit qu'elle est hyperexcitable, elle est dans un état d'hyperexcitation. Et on peut d'ailleurs même, avec ce même composé qui bloque tous les canaux KCNQ, entraîner une décharge spontanée des potentiels d'action. La cellule est dans un état d'hyperexcitation, ce qui n'est pas très, très, très bon non plus. Elle joue un rôle également dans la libération de neurotransmetteurs, et ça a été montré ici, où là, on stimule une cellule qui est dite présynaptique, et on enregistre le courant qui est généré par la libération de neurotransmetteurs. Et là, c'est pareil, si on bloque ces canaux potassiques, on voit que la réponse est largement plus grande. Ça veut dire que dans les conditions normales, ce courant KCNQ va avoir pour fonction de limiter la libération de neurotransmetteurs, notamment du glutamate. Donc, ça empêche l'excitation de la cellule, et ça réduit l'excitation de la cellule, et ça limite la libération de la communication glutamatérgique excitatrice entre les cellules. Donc, c'est un rôle très important de frein. Ce canal potassique qui joue un rôle de frein très important contre l'hyperexcitabilité de la cellule. Alors, ça a été rappelé tout à l'heure. Ici, c'est le schéma de ce canal, de la sous-unité KCNQ2, et avec toutes les mutations associées aux encéphalopathies épileptiques qui ont été identifiées. Alors, ça date de quelques années, je suppose qu'il y en a d'autres en plus qui ont été identifiés, et jusqu'à l'obtention d'un modèle animal, pour étudier quel était l'impact des mutations sur le fonctionnement du canal, eh bien, cela a consisté à enregistrer, à transfecter des cellules qu'on appelle des cellules non neuronales. Donc, c'est des cellules qui n'expriment en général pas de canaux, et qu'on transfecte avec de l'ADN qui code pour KCNQ2 ou KCNQ3, qu'on transfecte, et on va enregistrer les cellules avec des enregistrements électrophysiologiques pour analyser la nature du courant qui est porté par la forme sauvage et la forme mutée du canal. Et donc, il a été montré en faisant ce type d'expérience, donc là, on a fait ça, il y a d'autres laboratoires qui ont montré ça, qu'on pouvait enregistrer selon la mutation les mutations avaient deux types d'effets. On pouvait avoir un effet dit perte de fonction, entraînant une diminution du courant, ou un effet gain de fonction. Donc là, c'est une cellule qui est des formes sauvages de KV7.2 et KV7.3. Donc on a un courant qui est extrêmement important. Donc on fait ces sauts de blocage. Cela génère un courant extrêmement important. Et quand on transfecte cette fois-ci, qu'on fait exprimer la forme mutée dans la cellule, à ce moment-là, vous voyez que dans ce cas-là, ça entraîne une diminution du courant qui est extrêmement importante. Et si on se met dans une configuration qui est supposée mimer celle des patients, le courant est toujours plus petit que ce qu'il y a dans les conditions sauvages. Donc ça, c'est une perte de fonction. C'est le cas notamment de cette mutation A294V qu'on a beaucoup étudiée avec Laurent Villard et avec Mathieu. Une autre mutation donc là, c'est l'exemple d'un gain de fonction, c'est pour cette mutation V175L, où on voit que l'effet, au contraire, n'est plus une perte de fonction, mais un gain de fonction. La réponse, elle est plus importante, le courant est plus important. Et dans une configuration qui est supposée mimer celle des patients, eh bien, là aussi, ce courant, l'amplitude du courant général est plus important que dans les conditions contrôle. Donc, on voit bien que un gain ou une perte de fonction vont avoir des conséquences, disons, il y a des conséquences évidemment sur le plan fonctionnel, mais ça suggère franchement que l'activité du canal doit être extrêmement standardisée. Toute déviation par rapport à une activité normale va avoir des conséquences pathologiques,
sur la fonction. Alors, depuis, évidemment, Laurent vous en a parlé, on a pu acquérir, grâce à cette collaboration avec le groupe de Laurent Villard, une souris présentant une des mutations, notamment la mutation P274M, qui est une mutation qui est présente ici, au niveau d'une boucle, enfin, qui constitue le port du canal. C'est une mutation qui a un effet porte de fonction. Ça a été étudié par d'autres, qui montrent en fait qu'on est dans une situation à peu près similaire à celle-ci. C'est-à-dire que c'est une mutation qui va avoir une conséquence de diminuer le courant. Et alors, l'intérêt du modèle animal, et c'est ce qui a été dit par Lucille, c'est de pouvoir voir, enfin, c'est de comprendre un peu comment cette mutation va se répercuter sur l'activité électrophysiologique des neurones et de voir un peu comment le circuit est perturbé par le mutant. Et c'est un préalable vraiment à l'élaboration d'une stratégie thérapeutique, c'est déjà de comprendre quelles conséquences fonctionnelles sur un modèle animal peut avoir une mutation. Alors, il y a des tests qui ont été faits. Laurent vous a présenté, enfin, Laurent et Lucie vous ont présenté le fait que ce modèle, les tests ont montré qu'il y avait des déficits cognitifs chez ces animaux, notamment de la mémoire spatiale. Il y avait un souci à ce niveau-là. Et nous, pour notre part, nous avons fait des études électrophysiologiques, également durant le développement. Nous avons fait des études électrophysiologiques in vivo. Nous avons enregistré l'activité des animaux et également des études qu'on appelle ex vivo au niveau des cellules uniques. Alors ici, c'est l'exemple d'une crise qui a été observée avec des enregistrements faits EEG chez ces souris porteuses de la mutation. Donc, on a enregistré plusieurs structures, donc le cortex droit, le néocortex droit, le néocortex gauche, l'hippocampe droit et l'hippocampe gauche, et on voit que cet animal fait des crises généralisées, enfin en tout cas toutes les structures, on voit ces activités tout à fait normales qui sont des activités de crise. Et ce qu'on a pu constater, et ça avait été, c'est ce qu'avait préalablement dit Laurent, c'est que la probabilité de voir des animaux faire des crises, elle est extrêmement, elle est régulée de manière développementale. Chez des animaux qui sont jeunes, enfin qui sont aux alentours de 3 semaines de vie, on a observé des crises dans 60% des animaux de cet âge-là. En revanche, un peu plus tard, après 1 mois, voire un peu plus, on s'est rendu compte que la proportion des crises diminue, l'occurrence des crises diminue. Seulement 20% des animaux font des crises. Et un peu plus tard, du coup, il n'y a plus du tout de crise. Donc, il y a quelque chose qui est régulé de manière développementale. Et c'est intéressant parce que ça se rapproche un peu de ce qui peut être observé dans le cas des encéphalopathies épileptiques liées à KCNQ2, c'est qu'il y a une sorte de normalisation de l'EEG avec le développement et un arrêt progressif des crises. En revanche, les troubles cognitifs persistent. Alors, in vivo, on peut effectivement voir un peu l'aspect comportemental, voir si ces animaux font des crises, mais si on veut comprendre un peu le rôle l'impact de ces mutations sur le fonctionnement des cellules, il faut passer dans un autre système qu'on appelle un système ex vivo. Qu'est-ce que c'est que ce système ex vivo? On prend le cerveau de l'animal, on coupe des tranches, que vous voyez ici, qu'on fait barboter dans un liquide qu'on appelle un liquide, c'est l'équivalent du liquide céphalorachidien, mais artificiel. Donc, il y a la même composition ionique que le liquide céphalorachidien, qui est bullé en permanence, donc oxygéné. Et donc, vous avez ici une tranche de cerveau de souris et on va enregistrer cette tranche, on va la placer sous un poste d'électrophysiologie in vitro. Donc ici, ce poste d'électrophysiologie est composé d'un microscope qui permet de voir les cellules. Ici, il y a tout un système qui permet d'amplificateur et permet d'enregistrer les neurones. Donc, on place les tranches sous un microscope, sous l'objectif. Et ici, vous voyez, enfin, je ne sais pas si on voit très bien, quand on regarde à l'écran, on voit les cellules. Donc, c'est un objectif qui grossit 600 fois. Et on voit au sein de cette tranche, on voit les cellules pyramidales. C'est une partie des cellules qui composent le néocortex. Et la pipette ici qui permet d'enregistrer. Ici, on a un système qui permet d'enregistrer la cellule, d'agir sur la cellule, de faire des changements de potentiel, de regarder un peu comment ça se passe. Et voici ici l'exemple d'un enregistrement qu'on peut obtenir. Et vous voyez d'ailleurs ces bouffées, ces bursts qui sont des cellules très, très actives. Donc, ce qu'on veut mesurer ici, c'est l'exstabilité cellulaire. Donc, on va regarder la façon dont la cellule décharge des potentiels d'action. On va analyser également le courant lié à l'activation des KCNQ. Donc ici, ce qu'on regarde, en général,
et ça, pour des raisons pratiques, on ne peut pas enregistrer l'activation, mais on regarde la déactivation du courant. C'est ce que vous voyez ici. On se met à un potentiel où les canaux sont toujours ouverts et on va regarder la fermeture du canal. Donc, ça fait cette petite déflexion que vous voyez ici. Voilà, c'est ce que vous voyez ici. Et ça, c'est lié à ce courant. C'est la fermeture du courant KCNQ. Voilà. Et là, on peut enregistrer également l'activité spontanée, l'activité liée au transmetteur des cellules. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et on a regardé ça au cours du développement de la souris. Donc, on a enregistré la souris à 1 semaine de vie, après 3 semaines de vie et 4-5 semaines de vie. Et on s'est rendu compte, donc la souris sauvage, c'est les tracés en noir, et la souris mutée, c'est ce qui est en bleu. Et on s'est rendu compte à la première semaine de vie que ces cellules, les cellules pyramidales du néocortex, étaient dans un état hyper excitable. Ici, vous avez un exemple de tracé. On fait des sauts de potentiel, et des sauts de courant, pardon, et on enregistre le nombre de potentiels d'action. On va comptabiliser le nombre de potentiels d'action et leur fréquence de décharge. Et vous voyez ici que chez la souris mutée, eh bien pour un même quantité de courant qu'on injecte, on décharge beaucoup plus de potentiel d'action. Et on peut quantifier cela sur une courbe, on mesure le nombre de potentiels d'action en fonction du courant que l'on injecte, et on voit que la courbe est complètement déplacée vers la gauche, c'est-à-dire que pour un même courant qu'on injecte, on a beaucoup plus de potentiel d'action. Il y a donc une hyperexcitabilité cellulaire qui se fait très tôt chez une souris jeune, une souris d'une semaine, c'est une souris qui est vraiment presque nouveau-née, quoi. À 3 semaines, donc elle commence à être sevrée, eh bien, on a toujours cette augmentation de l'hyperexcitabilité. Il y a toujours une hyperexcitabilité, c'est-à-dire que pour un même quantité de courant injecté, on a beaucoup plus de potentiel d'action. Mais ce qui était intéressant, c'est que sur des souris qui sont plus âgées, un peu plus adultes, eh bien là, on n'a pas de différence d'excitabilité. Il y a un retour à la normale. Il y a une sorte de normalisation de l'activité. Comme pour l'EEG. À l'EEG, on avait vu que les animaux font des crises de manière très importante à 3 semaines, mais après 1 mois et demi, eh bien, on n'a plus de crise. Et bien là, l'excitabilité, on voit qu'elle est revenue à l'état normal. Quand on mesure le courant, alors ce courant, on sait que ce courant que l'on mesure ici, c'est la déactivation du courant, donc c'est le courant lié à l'activation des canaux KCNQ. On sait que ce courant est lié à l'activation des canaux KCNQ parce que si on bloque ce courant avec ce bloquant, eh bien, on n'a plus de courant. Vous voyez que l'amplitude de cette déactivation-là, elle est beaucoup plus petite, elle est presque nulle. D'ailleurs, quand on quantifie l'amplitude de ce courant, chez les contrôles, c'est énorme, alors que chez ces contrôles, mais en présence de ce bloquant, on n'a pratiquement plus de courant. Alors, quand on analyse maintenant la différence entre les animaux sauvages et les animaux mutés, on se rend compte qu'à 1 semaine, eh bien, le courant est plus petit. Ça confirme un peu l'idée que la mutation a un effet perte de fonction, qu'elle diminue l'amplitude du courant. Et à 3 semaines, on regarde aussi, là aussi, ce courant est toujours plus petit par rapport au courant contrôle. Mais là encore, à 4-5 semaines, quand l'excitabilité cellulaire est revenue à la normale, quand les animaux ne font plus ou pas de crise, eh bien le courant KCNQ est revenu à la normale. Donc là aussi, on a une normalisation par rapport au courant. Ce n'est pas seulement l'activité électrophysique, ce n'est pas non seulement les potentiels d'action qui déchargent, mais également le courant lui-même est revenu à la normale. Il y a tout redevient comme avant, comme chez les animaux contrôlés. On a regardé également la transmission synaptique, donc l'activité portée par les transmetteurs. On s'est intéressé aux transmetteurs GABA et glutamate, qui sont les 2 principaux transmetteurs présents dans le cortex. Donc, ce qu'on a pu remarquer, c'est que chez les animaux jeunes, il y a une très forte activité GABAergique qui se caractérise par la présence de bouffées d'activité qui sont comme ça, c'est-à-dire c'est une coactivation de neurones GABAergiques qui vont libérer du GABA en pratiquement un moment et générer ces bouffées que l'on voit ici. Ces bouffées comme ça, c'est un agrandissement de ça. Et quand on quantifie la fréquence de ces bouffées, on s'est rendu compte que chez les animaux mutés, eh bien, on a une augmentation très nette de la fréquence de ces bouffées. Donc, c'est-à-dire que le réseau de neurones GABAergiques, il est beaucoup plus actif. Là aussi, ça génère des bouffées beaucoup plus importantes. Quand on regarde à 3 semaines, c'est pareil, on retrouve cette augmentation, même si elle est plus faible, elle est toujours présente. C'est une augmentation significative. En revanche, à 4-5 semaines, c'est-à-dire
l'âge où l'excitabilité est revenue à la normale, où le courant est revenu à la normale, l'activité GABAergique change. Elle est devenue tout à fait, c'est plus des bouffées récurrentes, ce sont des activités tout à fait séparées comme ça. Et là, du coup, on n'a absolument plus aucune différence significative. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que l'ensemble du réseau, si on résume, ça veut dire que in vivo, donc, le variant conduit bien à des crises d'épilepsie et des déficits cognitifs. Ces crises vont diminuer avec le temps. Les déficits cognitifs, comme l'a rappelé Laurent, persistent, ils sont toujours là. Donc, c'est quelque chose qui rapproche un peu ce modèle animal de ce qui peut se passer chez l'homme pour certaines mutations liées à KCNQ2. Et alors, quand on regarde in vitro, on a pu donc montrer aussi qu'il y a un phénomène transitoire, une hyperexcitabilité, un changement d'activité qui est exacerbé pendant les 3 premières semaines de vie chez cette souris, mais qui, après un mois, au moment où les crises s'arrêtent, eh bien, il y a un retour à la normale de ces activités. Donc, ces effets délétères du variant sont vraiment, chez l'animal, s'expriment, sont transitoires et observés durant une période restreinte du développement. Alors, quelles sont les orientations futures? Évidemment, là, on a regardé une structure du cerveau, mais on va regarder d'autres structures pour voir un peu si ce variant peut avoir, est-ce que c'est un phénomène qui est généralisable, c'est-à-dire une hyperexstabilité qui est transitoire, et puis après une normalisation de l'activité dans d'autres structures. Donc, on pense notamment à l'hippocampe qui joue un rôle très important dans tout ce qui est processus cognitif. Il y a les tests pharmacologiques dont on parlait Laurent, Florence. Donc, évidemment, il y a toute une série de molécules qui sont sorties, agissant notamment sur les canaux KCNQ. Mais là, il faut être très vigilant parce que les gains de fonction de KCNQ peuvent être aussi pathogènes. Donc, il faut faire très attention de ne pas avoir des effets qui… Voilà, on a un effet. Il faudrait, en fait, l'idée, ce serait de revenir à la normale. Mais bon, ça, c'est pas sûr. Il y a aussi les canaux sodiques pour limiter l'excitabilité. Et on sait notamment que ça a été montré que la carbamazépine, qui est un agent qui agit sur les canaux sodiques et qui va réduire leur activité, a des effets bénéfiques sur les crises, puisqu'il y a des patients qui sont traités avec la carbamazépine ont des crises qui sont beaucoup plus faibles ou même qui s'arrêtent. Et un autre élément qui est extrêmement important, c'est la détermination d'une période durant laquelle ces traitements pharmacologiques seraient efficaces pour revenir pour pallier les déficits neurologiques. Et pourquoi on dit ça? Cette notion de période critique où la test pharmacologique ou une test pharmacologique pourrait être important, ça vient d'une étude qui a été faite en 2005, donc bien avant qu'on identifie le rôle de KCNQ dans les épilepsies, dans les encéphalopathies épileptiques. Et donc, c'est une souris qui est porteuse d'une mutation, celle-ci, c'est une mutation, et qui est sous le contrôle d'un promoteur qui est sensible à la doxycycline. Et cette mutation entraîne, qui n'a jamais été identifiée dans le cas des encéphalopathies épileptiques, entraîne une perte totale du courant M. Donc, vous voyez ici cette déactivation, et chez l'animal muté, et le bloquant fait quelque chose, alors que chez l'animal muté, il n'y a plus cette déactivation et le bloquant ne fait plus rien. Donc ça, c'est le courant M ici, et ça, c'est chez l'animal muté. Donc, c'est un animal qui n'a plus le courant M, dont le KCNQ n'est plus du tout fonctionnel. Et cette souris, elle a un phénotype très particulier, elle fait des crises d'épilepsie, elle présente des troubles d'hyperactivité, des troubles cognitifs, notamment de mémoire spatiale, et il y a aussi une dégénérescence cellulaire. Et ce que les auteurs ont montré, c'est que si ils empêchent l'expression de ce gène muté à différents moments du développement, en donnant dans l'alimentation la doxycycline, ils se sont rendus compte qu'en donnant ce produit juste durant la première semaine de vie, ils empêchaient le phénotype de se produire. En revanche, s'ils le donnent par exemple à la 2e ou à la 3e semaine de vie, eh bien, ça n'empêche pas le phénotype de se produire. Donc, en tout cas, il semble que chez la souris, et peut-être chez l'homme, c'est exactement la même chose. Il y a peut-être une période critique durant laquelle l'activité de ces canaux est fondamentale pour permettre un développement neurologique, disons, normal. Et donc, peut-être il faudrait arriver à trouver cette période critique durant laquelle peut-être un agent pharmacologique pourrait à la fois prévenir les crises d'épilepsie et prévenir les troubles cognitifs. Donc ça, c'est un élément important qu'il faut garder en mémoire. Et c'est vraiment très important d'étudier un peu, d'identifier cette période critique. Voilà, moi j'ai fini ma présentation. J'étais peut-être un peu rapide, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Laurent. Merci.